si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi tu ne sais que tu veux partager, fais-moi signe en commentaire ou montre au prochain live nous raconter l'histoire. Donc, écoute attentivement s'il vous plaît. Zé disait que chacun protège sa famille à sa façon. Donc, il y a des choses qui existaient forcément chez nous, chez les grands-parents et tout. Mais chacun savait comment utiliser sa part. Donc, d'autres c'était pour protéger leurs concessions. D'autres c'était pour protéger leurs concessions. D'autres c'était. Et c'est là où c'est parce qu'elle a dit ça que je me suis rappelé d'une histoire quand on était encore enfant. C'était quand on passait encore les vacances au village. Genre, on te dit par exemple que nos vacances au village, c'est pas comme maintenant où dans la maison il y a papa et maman. Non, non, non. Le grand-père a sa maison, ses appartements privés. La grand-mère a sa part où elle avait les enfants. Donc, pour aller chez le grand-père, donner la nourriture, il faut qu'on sache que tu es en train de partir, lui donner ça à manger. Et c'est elle qui va te dire à quelle heure partir. Elle va te dire si tu arrives dehors, appelle-le avant d'entrer. S'il répond, tu entres. S'il ne répond pas, tu reviens. Pourtant, tu sais qu'il est là. Hein. Peut-être tu viens de le voir entrer. Mais elle te dit, parce qu'on ne sait justement pas dans quel état il est. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parfois, ce sont des gens qui ont je peux dire des totems. Donc, tu peux arriver à un moment où il est à son heure de repos, il est en état de totem. Donc, il est transformé son animal totem. Et c'est lui qui est présent là. Donc, si toi, même si tu es son petit-fils, là, tu le vois, ça peut te faire quelque chose. Donc, elle te dit, arrive dehors, tu l'appelles. Il répond, il te dit d'entrer, tu entres. Mais s'il n'a pas répondu, tu rentres. Donc, elle te prévient des choses comme ça. Oh, maintenant, le grand-père, lui, c'était quoi? Comme les jeunes étaient au village, ils aimaient sortir, aller au bal en ville, aller se distraire. Il donnait l'heure du couvre-feu. Il disait toujours, quand vous voulez sortir, prévenez-moi. Bon, vous connaissez ça, là, les jeunes sont un peu rebelles. C'est le genre, on veut sortir, on ne lui dit pas. Il n'est pas au courant. Mais la grand-mère, c'est qu'elle vous a dit que si vous partez, rentrez à telle heure. Donc, vous partez vous amuser. À l'heure de rentrer, vous vous rendez compte que sur la route qui mène à la concession, il y a c'est des pistes avec la brousse, mais à un moment donné, vous voyez deux yeux qui brillent. Mais parfois, ça entre en brousse, ça ressort, ça vous fait peur. Mais quand vous paniquez, vous commencez à courir. Vous courez, il y a un animal derrière vous qui vous poursuit. Quand je dis un animal, ce n'est pas que dans le noir, on ne voit pas. C'est le genre clair de lune là. Tu vois bien, style une panthère noire. Tu vois seulement les deux gros yeux de feu là qui brillent. Et quand on dit gros, ça peut être comme un cheval. Hein. C'est pas que gros que c'est le chat, c'est pas le minou. Tu ne peux même pas confondre avec le chat. Et là, il court derrière vous, prêt à vous frôler, mais il ne vous touche pas, mais il ne vous atteigne pas. Donc ça vous fait accélérer le pas, vous courez. Et quand vous courez, il y a toujours une lumière devant qui vous montre que c'est la maison là-bas. Soit une lampe, quelque chose qui vous montre que c'est la maison. Donc, en fait, c'est quoi? C'est que c'est lui qui est en train de vous protéger sur la route. Vous venez de la ville, vous êtes ses enfants. Ça veut dire la chair fraîche pour ses ennemis, pour ses concurrents du village. Donc, lui, quand vous sortez là, il est toujours à l'entrée de la concession pour vous garder, pour vous préparer votre venue, quoi. Ça veut dire que si, à l'heure là, l'animal qui vous attaque, le totem qui vous attaque est un ennemi, il entre en combat avec celui-là. Oh, lui, maintenant, là, comme vous ne connaissez pas que c'est lui, vous prenez peur, vous courez. Et lui, donc, est derrière vous pour veiller sur vous. Mais il dit, on a couru jusqu'à jeter même la torche dans l'eau. C'est au petit matin qui vient donc. Bien, j'étais pas là quand on devait laisser qui est à la maison. D'accord? Parce que quand tu as les grands frères, le genre, là, quand on part, on prend l'enfant est de laisser passer, non? Parce qu'on sait quand on soit avec l'enfant, forcément, on ne rentre pas tard. Oui, on rentre pas tard. On savait ça. Voilà, donc j'étais le laisser passer. Donc, ce qui fait quand vous arrivez, vous entrez là avec toute la peur. Quand vous commencez à raconter, la grand-mère dit seulement que vous êtes arrivé, c'est l'essentiel, taisez-vous. Maintenant, le matin, vous entendez les chamailleries entre grand-mère et lui là qui disent aux gens, le gens dit, tu as failli tuer les enfants, tu vois comment les enfants ont couru là, l'autre s'est même blessé, l'autre machin. Tu te poses la question, mais pourquoi c'est à lui qu'elle est en train de parler comme ça? Tu comprends pas pourquoi elle parle comme ça? Et c'est lui de dire, c'est la dernière fois. Prochainement, quand vous rentrez, vous avez dit de passer sur telle route, passez là-bas. Et puis il dit, venez prendre votre torche. Tu vois, mais le vieux, c'est qui? Il sort avec ça d'où? Il a fait comment? Bon, et là, c'est quand tu racontes peut-être. Oui, c'est quand tu commences à raconter aux grands-oncles, aux autres papas qui arrivent peut-être en vacances, tu vas leur raconter que gars, il nous est arrivé quelque chose ici. Comme vous dit, peut-être qu'entre eux, tu entends dire que grand-père là, il n'a pas changé, il est toujours aussi vigoureux, il est toujours. Donc, c'était un peu ça chez nous.
Il avait des heures, il y a des jours où toute une journée on ne partait pas chez lui. Grand-mère dit aujourd'hui que c'est elle seule qui donne la nourriture à grand-père, on ne part pas. Parfois c'est qu'il est mal en point, donc soit c'est son animal qui est blessé, ou soit c'est comment, mais toujours est-il que c'est en grandissant qu'on en a commencé à comprendre ce phénomène-là et avoir peur du village. Parce que nous étant enfants, on ne savait pas que c'était... On ne voyait pas on ne comprenait pas quoi. Donc quand je te dis de garder ça comme état de film, c'est que tant que c'est le film, ça ne te fraye pas. Mais tant que tu réalises que c'est réel, non. Moi, quand j'ai commencé à savoir ça, même si tu me tapais, ne partais pas lui dire bonjour. J'attendais qu'il sorte dans la cour avant de le saluer. Parce que tu vas entrer là, tu arrives là, si tu le trouves. Non, 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 easy. Une histoire de quoi. Et j'étais toujours en train de les piller pour guetter un truc bizarre sur lui, pour trouver toujours que, mais il a peut-être... Et j'aimais souvent dire que ses ongles sont trop longs. Ses ongles sont trop longs, pensant toujours aux griffes de l'animal, mais... Voilà. Je vais raconter vite fait, mais peut-être, bon, juste pour raconter que ceux qui ne croient pas et tout aux esprits, machin et tout ça existe vraiment. Le paranormal existe pour de vrai, pour ceux qui ne croient pas. Et bon, moi je crois, mais tu sais, quand ça t'arrive, non, tu peux penser que c'est une blague, que c'est ce qu'on voit dans les films là, c'est... Ah, j'ai même le cœur qui bat, parce que j'ai toujours peur jusqu'aujourd'hui. Alors, je rentrais d'une soirée, en fait, j'étais à un anniversaire, et ça s'est passé à Port-Gentil, au Gabon, parce que je suis gabonaise, de moitié gabonaise, et j'ai grandi à Port-Gentil. Et Port-Gentil, c'est un peu comme Kribi, tu sais, les villes qui sont à côté côtières, là. Il y a beaucoup d'esprits. Il y a beaucoup d'esprits là-bas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce jour-là, je rentrais d'un anniversaire. Et alors, je pouvais prendre 2 chemins pour rentrer à la maison. Le raccourci que je devais prendre, c'était choisir entre un petit chemin où il y a un peu de noir et traverser ce chemin pour retrouver la lumière, ou bien passer la grande route où il y a le noir partout. Je me suis dit, vaut mieux prendre le chemin où, samedi, c'est vrai, vaut mieux prendre le petit chemin où il y a un peu de noir, et après je vais retrouver la lumière. Et donc, sur ce chemin-là, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais à Port-Gentil, on peut passer entre les maisons. Et c'est comme ça que mes copines s'apprêtent à me dire au revoir. Donc on se dit au revoir, excusez-moi, parce que je tremble un peu quand je vous raconte ça. Et lorsque je me suis mise devant le chemin, vous savez, devant moi il n'y avait personne. Mais on a le sentiment que plus tu approches, plus il y a quelqu'un qui sera là. Tu vois, quand tu vois quelqu'un de loin, ton cœur sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais c'est pire quand tu ne vois pas la personne, mais tu es sûr qu'il y a quelqu'un. Donc, au fur et à mesure que je marchais, j'ai commencé à avoir les frissons. On dirait que les cheveux dans la tête se dressent comme ça, là. Ça se dresse. Et tout d'un coup, bon, excusez-moi, ma poitrine là-bas a commencé aussi à être... En fait, tout a commencé à être en alerte. Je marche, j'avance. À un moment donné, il y avait un arbre, un manguier. J'avance. Et à un moment donné, quand j'arrive à une certaine distance de l'arbre, je sens un changement de température. Tu vois, c'est comme si je quitte de la température ambiante au froid. Et donc, quand j'avance, mon cœur commence à battre très vite. Papa, quand je me retourne comme ça, Seigneur, je vois une espèce de... Comment vous expliquer ça? Comment je peux vous décrire ça? Comment je peux vous décrire ça? C'est comme un truc qui est là dans le vent comme ça et qui flotte, qui était comme transparent en fait. Tu vois? Et à ce moment-là, mon moi rose a voulu quitter mon corps pour s'enfuir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
C'est-à-dire que mon âme a failli quitter mon corps. C'est-à-dire que j'ai eu tellement peur que moi, Rose, à l'intérieur de moi, a failli quitter mon corps pour s'enfuir, pour courir. Sauf que là, j'étais paralysée devant cette entité-là. Et j'ai commencé à parler une langue. Genre, par exemple, je sais pas, je parlais une langue. Bon, mais je sais que je parlais fan, la langue de ma langue, mais c'était pas un fan comme un fan que je connais. C'était comme un fan ancien. Tu vois, j'ai commencé à parler, mais c'était une autre voix en moi qui parlait. Je marchais, je tremblais comme ça. Je marchais comme quelqu'un qui a des crises et qui marche au ralenti. J'ai commencé à marcher. Je parlais la langue là jusqu'à ce que j'arrive devant chez moi. Et c'est à partir de devant mon portail que cette chose m'a lâché. Quand je suis arrivée, je dois déjà quand même vous avouer que moi j'ai une faculté un peu, c'est-à-dire que moi je suis née, chez nous on dit qu'un enfant a la tête ouverte. Ça veut dire que lorsqu'un enfant a la capacité par exemple de voir des choses que les yeux des êtres humains ne voient pas. Donc moi déjà, j'avais déjà une prédisposition à voir ces choses-là. Et donc du coup, après ma grand-mère m'a expliqué que voilà, en fait, j'ai fait la rencontre avec une entité. Et comme je ne suis pas peut-être de ce monde-là, tu vois, et à ce moment-là, peut-être mes ancêtres ou quoi, je sais pas comment elle m'avait expliqué ça, que à ce moment-là, eux, ils sont venus me défendre parce qu'on ne se connaît pas. Tu vois ce que je veux dire, non? Dès que quand tu fais la rencontre de quelque chose comme ça, il faut dire qu'on ne se connaît pas. Je ne suis pas de votre lignée. Mon ancêtre, c'est tel, machin, on ne se connaît pas. Et moi, le lendemain, j'ai eu la force de partir voir la famille. Elle s'appelait Tante Moyenne. Je suis allée dire à Tante Moyenne que Tante Moyenne, voilà ce que j'ai vu hier ici, sur cet arbre-là. Jusqu'aujourd'hui, ils ont coupé cet arbre parce qu'elle m'a dit qu'en effet, il y avait une entité qui était là. Donc, je viens simplement confirmer ici que des affaires là de... Comme on entend la ghost, machin et tout, c'est des choses qui existent pour de vrai. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce phénomène-là qui s'appelle, que les Blancs appellent on appelle ça comment, la paralysie du sommeil. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la paralysie du sommeil. C'est-à-dire que tu es dans ton corps, mais tu n'arrives plus à te réveiller. Vous avez déjà vécu ça? Je t'assure que DMG, c'est la chose la plus horrible que j'ai vécue dans ma vie. C'est-à-dire que tu es couché, tu comprends, non? Tu es réveillé, tu entends les gens autour de toi, mais ton cerveau n'obéit plus. En fait, ton corps n'obéit plus à ton cerveau. Tu dis à ton cerveau d'ouvrir les yeux, de te lever. Au secours! Et à ce moment-là, moi, je criais parce que j'avais 13 ans, je dormais avec. En tout cas, j'ai grandi dans une maison familiale où chacun avait son lit, une grande chambre, comme à l'internat. Hein. Je criais au secours. Junior, aidez-moi. En fait, le sentiment que tu as, c'est que tu as envie qu'on vienne te secouer quand te réveille. DMG, à un moment donné, je vois des mains devant moi qui apparaissent. Comme si on veut venir me chercher. Et je connaissais déjà l'affaire de Jésus. Dieu, j'ai crié au secours. Mais tu cries, DMG, tu cries au secours. Ta bouche, tes lèvres ne bougent pas, tes yeux ne clignent pas. Tu es seulement là, coincé. Au secours, au secours, au secours. Rien du tout. Quand j'ai crié, Seigneur, aide-moi, bim, quelque chose s'est passé. On dirait que je suis... Comment t'expliquer ça? On dirait que j'avais comme si on m'étouffe et puis tu reviens à la vie. Comme ça. J'explique encore à ma grand-mère qui me dit que oui, quand on vous dit de dormir,
vous ne voulez pas dormir. Aujourd'hui, papa, j'ai dit à mon mari que chérie, je t'en supplie, le jour où tu me vois dormir sur le dos et que je ne me réveille pas, je t'en prie, réveille-moi. Papa, de 13 ans aujourd'hui, je ne dors jamais sur le dos parce que je sais que ça peut m'attraper. Je sens quand ça veut venir. Je sens comment ça peut. Je sens comment ça vient. Il y a certaines personnes, peu importe les positions, ça peut t'attraper. Si ça commence par le pied, c'est comme si c'est quelque chose qui vient. Je ne sais pas si c'est la mort ou quelque chose, je ne sais pas. C'est un phénomène... c'est un phénomène vraiment... Et qui je parle beaucoup, je dors seule. Mon mari n'est pas Vraiment, là. Il est au vraiment à l'aise, travail. sinon. Non, vraiment, moi-même, j'ai peur. Je vous ai dit la vérité, moi, je m'en fous, là, c'est ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, c'est pas bon. J'ai même déjà peur. Pardon. Non, c'est vraiment compliqué. Quand quelqu'un te raconte son histoire, ça veut dire qu'il a été traumatisé. Eh, Seigneur. Non, il n'a pas été traumatisé. Donc, en réalité, Oui, pardon. Pourquoi on ne doit pas dormir sur le dos? On ne doit pas dormir sur le dos parce que quand on dort sur le dos, on a le corps qui se détend. On a l'esprit qui est ouvert et ce qui fait que notre sixième sens également est ouvert. Du coup, quand notre sixième sens est ouvert, tout esprit qui se promène nous repère, spirituellement parlant. Donc, quand tu es ouvert comme ça, tu es couché sur le dos, tu es détendu, l'âme a tendance à sortir du corps. Ok? Donc, vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi on fait coucher les cadavres sur le dos et non sur le ventre et non sur le côté. On les fait coucher sur le dos parce que ça facilite l'âme pour sortir du corps en fait. Voilà pourquoi quand on se couche sur le dos, c'est pas bon. Parce que l'âme sort du corps. Donc ceux qui pratiquent le voyage astral, généralement dorment sur le dos. Ils se détendent, ils respirent un bon coup, ils récitent leur prière et puis ils font leur voyage astral. Donc, par conséquent, je déconseille à tout le monde de dormir sur le dos parce que c'est pas une bonne position pour dormir. Voilà. Si tu ne veux pas sortir de ton corps inconsciemment et te retrouver quelque part sans ton avis, évite de dormir sur le dos. C'est bon? On peut continuer? On peut continuer. Bon, là, c'est l'histoire de ma tante. Elle était enseignante, tu vois. Elle était enseignante de IH dans les collèges catholiques là et tout. Elle a rencontré son gars. Son gars était pompiste. Jeune. Bon, non, au début, il n'était même pas pompiste. C'était le gars du quartier là et tout, tu vois. Du coup, elle a eu le gars, elle a commencé. Elle avait plein de dragueurs qui étaient assez haut placés. Elle a négocié une place de pompiste au gars et tout. Il a commencé le travail. La gosse aussi, comme ça qu'elle émergeait dans son boulot. Au fur et à mesure, elle est devenue directrice du département de la IH, je crois. C'était au collège Saint-Michel et au collège Saint-Joseph. Elle avait un dragueur qui travaillait à la SCDP. À la SCDP. Elle a donc négocié pour que le dragueur la donne le travail à son mari. C'est comme ça qu'on nomme son mari cadre à la SCDP. La tata, elle était tellement gentille que partout où elle passait, elle laissait tout le monde dans le sourire en fait. Elle était toujours en train d'illuminer tout le monde. Donc, ils avaient déjà pratiquement 4 enfants. Ils se sont mariés et tout. À un moment donné, ils ont construit en moins de 6 mois une maison et tout de 3 niveaux. Tellement bon. On ne comprenait pas où son mari a fait pour avoir l'argent là directement comme ça là. On se disait que... Bref, tu connais les bassards, les gens étaient en train de dire que c'est qu'il est parti entrer quelque part. L'année là, ma tante tombe enceinte. Tellement joyeuse, elle a gardé sa grossesse. Mais elle nous explique que, peut-être, bon, ça c'est quelque chose qu'elle est venue nous raconter bien après. Je vais vous expliquer pourquoi je lui dis qu'elle nous raconter bien après. Elle entendait souvent les voix chez elle. C'était du genre,
quand tout le monde, parce que ses enfants étaient dans l'internat de Christian Anthony là. Du coup, elle envoyait les enfants à l'internat, mais elle, quand elle restait seule à la maison, elle entendait les voix chez elle. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et lorsqu'elle amenait les prêtres et les pasteurs, son mari rentrait toujours à l'instant T où il y avait les prêtres et les pasteurs pour chasser. Ces gens-là, il ne veut pas les gens comme ça chez lui. Lago ne comprenait pas. Même quand elle conduisait, elle partait au boulot, elle restait comme ça. Si peut-être elle met une chaîne musicale, à un moment donné, on changeait la musique, on met autre chose. Quand elle éteint peut-être la radio, elle se rend compte que quelqu'un dans la voiture allume la radio seule. Donc elle avait tellement de ce phénomène-là. Mais elle gardait, elle priait et elle passait sur ça. Quand elle décide le jour, elle perd dans les os, elle part à l'hôpital, elle accouche. Une heure après, l'enfant est mort. Nous étions tous à l'hôpital. Elle était tellement sereine, elle dit caca. Elle me disait même que ouais, c'est parce que ton petit frère ne voulait pas vivre et tout. Laisse-le partir. On a fini. Elle a décidé même de sortir à l'hôpital le même jour, tellement elle était vaillante. Arrivée à la maison, elle a commencé à dire qu'elle se sentait pas bien. Elle est partie se coucher, c'est comme ça qu'elle est morte. Comme son père avait 46 enfants, elle était alors, tu vois le genre, c'est les 46 enfants, il y a un enfant qui a réussi. C'était elle. Lui, il ne pouvait pas laisser l'histoire là partir comme ça là. Et tu sais, les Bassarons, chez nous, il y a les bombok en fait. Donc, ils sont partis, ils ont convoqué le bombok. Et il y a dans un rite qu'on fait, on appelle le fantôme de la personne qui est décédée. Il vient dire qui l'a tué. Donc, c'est comme ça qu'ils ont appelé le fantôme de ma tante là. Je ne sais pas, moi, il n'est pas vu qu'on interdisait que les enfants soient là. Apparemment, ma tante leur a dit que là où elle est là-bas, dans le monde là, la seule personne qu'elle voit, c'est son mari en train de parler avec d'autres personnes. Son père a dit ok. Il a demandé au fantôme de la fille ce qu'il voulait. Elle a dit que non, elle ne peut pas contre son mari parce que ses enfants sont encore petits. Mais que c'est rien que son mari qu'elle voit. Son père a dit que le même soir, il est parti à la morgue. On a retiré les intestins les poils du pubis, ses aisselles, les cheveux, on a tout coupé, on a tout retiré. Et puis le jour du don, on l'a enterré avec, comme elle aimait trop la couture et faire la pâtisserie, on l'a enterré avec les ustensiles de couture, la pâtisserie et la machette. Donc ce qu'elle fait, c'est que chaque soir maintenant, là, quand son mari rentre à la maison, la go prépare les gâteaux. Son fantôme vient préparer les gâteaux. Puis quand il dort, il entend les machines à coudre. Non, elle a dit qu'elle ne peut pas tuer son mari. Dès qu'il se réveille, il voit son petit déjeuner déjà prêt. Oh, il est seul à la maison. Hein. Quand il y a une petite qui vient avec une petite, la go coupe d'abord le pied de la petite. Genre, elle blesse la petite pendant que la petite dort, elle se réveille, elle voit les sangs partout, avec les blessures partout. Ce qui fait que son mari, jusqu'à présent, il essaye d'envoyer tous les enfants en bain. Il vient avec le fantôme de sa go, qui est ma tante. Ah. Et il est content. Il est content comment? Entre ça et mourir, tu peux faire quoi? Il a déjà essayé de se tuer. Il est parti au village de voir le père de sa femme là, donner l'argent qu'on enlève le fantôme. On a dit qu'on n'enlève pas. Et tu connais le bassin avec le mauvais cœur. On a seulement dit que tu vas vivre avec elle. Il a essayé de se tuer à maintes reprises. Chaque fois qu'il essaie, la dernière fois, il a sauté du 3e niveau. On l'a amené à l'hôpital, il s'est réanimé. Il a essayé de tirer sur lui. Ça l'a pas pris. Apparemment, sa femme est partie lui dit que même si tu fais comment, tu vas pas mourir. On va seulement rester ensemble. C'est la magie, hein. Lui-même, il partait là-bas en trop. Et ma tante, là, jusqu'à présent, son fantôme est toujours partout. Parce qu'il y a des fois, les gens qui sont proches d'elle, comme peut-être, mais heureusement que tu n'es pas proche d'elle, Seigneur. Les gens qui sont proches d'elle, c'est genre quand tu penses tout. Quand tu penses trop à elle comme ça, là, la nuit, elle vient. La nuit, elle vient. Elle vient, tu sens son parfum partout. Si peut-être tu avais préparé sa nourriture préférée, elle aimait le coq. Elle vient, elle mange, elle laisse le plat et te fait comprendre qu'elle était là. Heureusement qu'elle n'était pas proche d'elle. Elle fait ça plus à ma mère et à sa mère. Parce que moi...
Donc, dernièrement, j'étais avec un ami comme ça. On s'est vu comme ça sur un coup de tête et on partait. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, on a décidé de partir quelque part à la plage. Donc, on a pris la route pour Modeste. Pour ceux qui sont ivoiriens, ils savent où Modeste se trouve. Donc, en route comme ça, je lui ai posé une question simple et il m'a dit que lui, il était un ancien rosicrucien. Pour ceux qui ne savent pas, la Rose-Croix est une secte de personnes fermées qui pratiquent des choses exotériques, de la magie, etc. Donc, il m'a expliqué comme ça que la Rose-Croix, il ne conseillerait pas à quelqu'un de rentrer dans la Rose-Croix. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, quand tu rentres dans la Rose-Croix, on t'apprend certaines choses. Et plus tu grandis dans la Rose-Croix, arrivé à un moment, tu donnes le sang. Donc, tu donnes le sang en sacrifice. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand tu rentres dans la Rose-Croix, arrivé à un moment, quand tu veux te retirer, on te retire un pouvoir. Ça veut dire quand tu rentres, ils te donnent un pouvoir. Et quand tu veux te retirer, ils te retirent le pouvoir qu'ils t'ont donné. Mais quand ils te retirent ce pouvoir, ils t'enlèvent en même temps une certaine puissance. Et cette puissance qui t'enlève réduit ton nombre de vies sur la terre. OK? Voilà. Donc, il m'explique comme ça que les rosicruciens apprennent beaucoup de choses sur la magie. Sur la magie, ils apprennent à décrypter les sorciers, ils apprennent à faire les voyages astrales, etc. Donc, maintenant, il m'explique son histoire. Je rappelle que cet homme-là a 40 ans et il est plus de 40 ans hein, et il est rentré dans la Rose-Croix à peine dans la vingtaine. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même vécu certaines choses. Il me dit que quand il était étudiant, il avait une copine et ça allait bien avec sa copine et tout. Et un après-midi, il a décidé de faire un voyage astral. Pour ceux qui ne savent pas, le voyage astral, c'est le fait de sortir de son corps et d'aller dans d'autres endroits. Voilà, consciemment. Donc, sa copine lui a dit qu'elle sortait ce jour-là et il ne croyait pas en fait. Il ne croyait pas que sa copine partait dans l'endroit où elle avait dit. Donc, comme il voulait vérifier, il a voulu faire un voyage astral. Donc, il allait se coucher tranquillement l'après-midi et il a fait sa récitation, sa prière et tout, et il est sorti de son corps. Donc, on suppose que son âme n'est plus dans son corps et c'est seulement son corps qui est couché inerte sur le lit. Et il est allé là où il devait vérifier et tout, et il a vu que sa copine n'était pas là-bas. Donc, sa copine qui était déjà de retour à la fac, ils étaient à la fac, est rentrée dans la chambre. Et quand elle est rentrée dans la chambre, elle a trouvé couché sur le lit. Pour elle, il dort. OK? Donc, en voulant arranger le bazar qu'il a créé, elle s'est appuyée sur un membre. Un de ses membres. Vous voyez, quand quelqu'un est couché sur le bord du lit, on veut le sauter pour passer de l'autre côté. Vous voyez, non? Donc, du coup, elle veut s'appuyer sur un côté pour sauter, pour le sauter et passer de l'autre côté. Et en voulant s'appuyer, les anges qui le protègent ont pensé que cette fille-là voulait lui faire du mal. Pourquoi? Parce que quand tu sors de ton corps, on considère que tu es mort. Donc, ton corps est là sans vie. Donc, si quelqu'un vient déplacer ton corps, ce n'est que d'un centimètre, tu ne peux plus avoir accès à ton corps. Donc, pour ceux qui font la magie, savent bien que si on déplace ton corps, tu ne peux pas rentrer. Donc, du coup, ils te protègent. Il y a des anges qui te protègent. Et c'est là qu'il m'explique que quand la fille a bougé légèrement son corps, les anges qui le protègent là ont apparu dans la chambre. Et il y avait la fille qui explique maintenant, qui dit qu'il y avait des lions, il y avait comme des aigles, etc. qui l'ont griffé. Et quand lui-même il s'est réveillé, elle avait même des griffures sur elle en fait. Donc le gars, il était là couché inerte et il y avait ces anges qui le défendaient. Donc les anges là sont venus en fait se battre avec la fille pensant que la fille voulait lui faire du mal, etc. etc. Et là, il est rentré dans son corps, il s'est réveillé, il a vu que la fille était griffée de partout, etc. Donc, il m'a donné comme conseil quoi? Il ne conseille jamais à qui que ce soit de rentrer dans une loge. Il ne conseille à personne de faire un voyage astral si cette personne n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'en voulant faire le voyage astral, il y a deux risques. Soit tu ne vas plus rentrer dans ton corps, tu vas mourir parce que ton âme ne pourra plus avoir accès à ton corps si on bouge ton corps. Ou tout simplement, les anges qui te protègent vont faire du mal à la personne qui va vouloir te déplacer.
Voilà, c'est l'histoire. Moi, je vais raconter une histoire que j'ai vécue quand j'étais encore au village, quand je vivais au village et tout. Pour ceux qui sont de l'allée, qui ont peut-être grandi avec moi, ils vont reconnaître l'histoire parce que j'étais pas la seule, nous étions nombreux. Et il y avait, quand j'étais petite, je crois que je devais faire 5e par là, ou 6e, je sais plus. Et on avait, dans mon village où j'avais grandi, à Tchass, un colossal Tchass, pour ceux qui connaissent, on partait faire le défilé du 20 mai à Evodoula. Donc c'était en mode, on va dans l'arrondissement défiler. Mais pour aller là-bas, il fallait partir le 19 mai. Et le 19 mai, il y avait le bal. Donc tout le monde faisait son mets de pistache, son mets de couem, tout ça. Et tous les enfants du village, du moins du CS, du CETI, ou même alors de la SAR, on partait en groupe parce qu'on marchait à pied. Vous vous imaginez, on va quitter un village pour aller de l'autre, il y a même 30 km. Et on part ensemble comme ça, on arrive là-bas vers 20h comme ça. On peut quitter même à 14h et on marche toute la soirée. Quand on arrive maintenant à Evotoula, on devait défiler à la place du 20 mai, dans la nuit. Il y avait le bal, on a mis les tentes en palmier là. Vous savez comment on fait au village là, on plante ils l'ont tout le long maintenant pour la CIA. Tu plantes les palmiers comme ça, ça penche. On fait la barrière, non? Vous voyez ce que je veux dire? On reste, on colle les petites, on danse, tout et tout. À un moment maintenant, moi je commence à somnoler. Je dis que non, je veux rentrer. Entre temps, quand tu pars comme ça, tu ne connais même pas où tu vas dormir. Donc, vous partez aussi seulement, non. Vous le sommeil, vous prenez, vous asseyez là, vous arrêtez les mains, les pieds. Tu prends ton petit sac, tu mets sur le ventre, tu te mets à ronfler là. Nous voilà, alors on part. Quand on arrive dans le bal, on a rencontré d'autres enfants qui sont aussi issus de la même famille comme nous, les Bourlombom, donc les petits enfants. Bon, moi je ne suis pas Bourlombom, mais je suis Manouan Bourlombom. Ils nous disent on va aller dormir chez une grand-mère là. Mais elle habitait un peu vers la route qui va sur Itouak. Pour ceux qui sont des Vaudois, vous allez reconnaître vers Itouak là-bas. Et là-bas, alors, c'était une route, il n'y a pas la lumière déjà. Donc, c'est le noir total. On n'avait même pas les lampes tempêtes, ni les téléphones, ni les torches. Donc, on va marcher comme ça avec la demi-lune qui est sur le ciel. Et vous savez qu'en mai, en mai au pays, il y a la demi-lune. Voilà comment on se met donc à marcher. Nous sommes comme ça, 6. Et il y a un, je crois maintenant, il enseigne à mon atelier. Ils vont peut-être se reconnaître à Tango. On se met à marcher. Je dis que je n'ai jamais eu peur comme ça de toute ma vie, alors que moi, je suis dans l'initiation et tout. Mais l'autre là, non. Pour ceux qui sont petits, vous savez ce qu'on appelle les Zilngang, non? Vous connaissez ce qu'on appelle les Zilngang? Je ne sais pas, mais je pense que ceux qui sont petits, les Zilngang. Ce n'est pas quand on vous dit, ça existe les gars. On se met à marcher. On marche. Tu connais que dans les villages petits, surtout sur la route des toits là, quand tu vois une maison ici là, tu vas marcher même 4 km. Oui, mon cœur. Je suis en train de faire le live, pardon, tu me laisses un peu s'il te plaît. Désolé les gars. Donc, on se met à marcher comme ça. On marche. Il n'y a pas de maison derrière nous. On est en train de marcher comme ça pour aller dormir chez la grand-mère là. On marche. À un moment donné, on commence d'abord à entendre les plats. Dans la brousse, il n'y a pas de maison, il n'y a rien, mais tu entends le plat dans la brousse, tu ne sais pas qui lave les assiettes. Voilà qu'on se met à s'arrêter les mains, on dit que non, on va faire les courageux, on continue. Dans tous les cas, on ne peut plus rebrousser chemin. On est déjà en train de partir. On part seulement, on se tient les mains, comme. On marche. Ce n'est plus les mains, c'est les mains. Tu entends comme si quelqu'un tapait le seau, comme s'il tapait à tout couvre-feu, mais tu dis que mais c'est même quoi qui se passe. On commence à accélérer le pas. Ceux qui ont déjà peur commencent à dire que courons, on commence à courir. Maman, avant qu'on ne court, le chemin devant nous commence à devenir étroit. Donc c'est comme si on marchait, non, la route se répétissait, donc ça se rétrécissait. On marche, on dit même que, tu connais même où on part, le gars nous dit que oui, c'est là-bas. On marche. Quand on arrive à un moment donné, on voit seulement les ntente. Les ntente, c'est les comment on appelle ça? Les libellules. Les libellules. On voit les libellules devant nous. Maman, quand tu lèves les yeux comme ça là, ce n'est pas les trucs qu'on vous dit que les maman, j'ai vu, on m'a pas dit. C'est-à-dire, tu voyais quelque chose, tu ne sais même pas ce que c'est. Ça avait comme une forme d'un géant.
avec la... Je ne peux même plus décrire ça. C'était devant comme ça, là. Ça avait mis les deux pieds sur la route. Je ne sais pas à quel moment, mais je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillée le lendemain matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas vous mentir. Et nous étions comme ça, 5. Jusqu'à aujourd'hui, non, aucun de nous ne sait ce qui s'est passé ensuite. C'est-à-dire, c'est comme ça. Et le jeune qui était avec nous, qui nous avait dit qu'on pas dormir là-bas, même lui-même, on ne sait même pas comment on s'est retrouvés. Mais le lendemain matin, on était de nouveau à Evotoula dans la place publique, sans savoir comment on a fait pour revenir et tout et tout. Maintenant, quand moi je suis retournée au village avec les cousins et les cousines, on est allé raconter au grand-père. Parce que quand on est rentré, on est arrivé, grand-mère nous dit qu'il faut aller voir ton grand-père, il vous attend, il est fâché et tout et tout. Vous partez, vous marchez avec les gens que vous ne connaissez pas et tout et tout. Donc apparemment, ces grands-pères et les femmes, ils vont être comme un naksam. Parce que comme ma grand-mère faisait la naksam, je ne sais pas pour les petits qui sont vraiment encore dans la tradition, ils savent ce que ça veut dire un naksam. C'est eux qui nous ont sauvés des griffes. C'est-à-dire les femmes ont fait la ronde sur le feu. Ceux qui sont vraiment étonnés peuvent savoir ce que ça veut dire un naksam. C'est-à-dire elles font un grand feu où elles invoquent les esprits pour protéger tous les enfants qui sont allés ailleurs faire ce qu'ils veulent faire. Et c'est grâce à eux qu'on a pu échapper à ce démon-là. C'est-à-dire, je ne sais pas comment. Quand on est arrivé, grand-père nous a reprimandé la façon que non. Que c'est la dernière fois, vous ne partez pas, vous ne suivez pas, vous ne faites pas ceci et cela. Comme pour vous dire que les gars, les gens peuvent prendre n'importe quelle forme pour venir vous amadouer, pour venir vous tirer, vous parler. Et le truc, c'est que le gars, on ne le connaissait même pas. Moi qui connais mon arbre généalogique, je ne sais pas comment il nous a embobiné pour nous dire que venez, on part. On est parents avec vous, on est parentés et tout et tout. C'est comme ça qu'on partait comme ça une fois, le con devait nous prendre là-bas. C'est fini pour nous. Et que mon beau parti pour partir. Donc, le monde mystique existe. Il y a beaucoup d'entités qui sont là, qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est un truc que jusqu'à aujourd'hui, même quand je vois mes cousins, les amis, là, quand on parle de ça, on ne sait pas comment on a fait. Mais on a échappé. C'est-à-dire, on est revenu. Je pense que ça devait être en 2006. Pour ceux qui se rappellent, qui ont fait le lycée de Vodula, le CS d'Oton Solo, de Kolosan, à l'époque, c'était même pas le lycée, c'était le CS. Ils vont se rappeler. C'est-à-dire, l'histoire là, c'était... beaucoup de gens nous ont cherché pendant la fête, jusqu'à... Mais on a réussi à échapper et tout. Donc les gars, il faut faire attention. Et le truc, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens se masquent. Ils prennent les apparences d'autres personnes pour faire certains forfaits. Ils prennent les apparences et ils viennent, ils font des choses avec les visages des autres. Donc, les gars, prudence. J'ai vécu une histoire bizarre. Je crois que je faisais première. Je venais à peine d'avoir mon probatoire. J'ai donc des oncles. Et parmi les oncles, il y a un ami de ma mère. Lui, il est toujours dans les histoires de sorcellerie. Soit il soit avec les femmes qui disparaissent, soit il soit avec les filles qui sont dans les cimetières. Mais bon, ce soir-là, on était donc tous à la maison. J'avais 2 de mes oncles. Et heureusement, il y avait un qui vit pas au pays, qui venait à peine d'arriver. Celui-là, on le traitait toujours de chicha. Quand il venait au pays, il donnait tous les une bière et tout. Donc, mes oncles qui sont au Cameroun décident donc, ok, comme tu me tournes donner une bière, on va t'amener quelque part, tu vas boire, ta part va venir. C'est comme ça qu'ils décident donc de sortir. Moi, toute joyeuse que je venais d'avoir mon résultat, j'ai dit, ok, je vais vous accompagner. Non, j'ai d'abord beaucoup négocié avec ma mère. Elle dit, ok, vas-y. C'est comme ça que je sors avec mes 3 oncles. On part en face du cimetière de Dogbon. Pour ceux qui connaissent Douala, il y a des bars là. Donc, c'est comme ça qu'on s'assoit. On commence à boire. Bon, moi, je prenais la maison que j'étais en train de boire les Guinness et tout ça. On buvait. Vu qu'on est arrivé assez tard et mes oncles ils buvaient franchement, dans une certaine heure, il y avait plein de tables, tu vois. Mais il y avait une autre table où il y avait 3 femmes. Tout le monde a commencé à libérer, mais nous, notre table avait encore suffisamment d'alcool. Et pareil pour la table des femmes là. Et les propriétaires du bar voulaient donc fermer le bar. Du coup, ils sont venus dire que ouais, eux, ils veulent déjà fermer le bar et tout.
Mon oncle dit, ok, est-ce qu'on va partir avec la boisson comme ça? Ferme le bar. Quand on va finir de boire, on va seulement retourner la table contre le mur et les chaises. Pareil, c'est ce que les autres femmes l'ont aussi dit. Comme ça que les propriétaires ont fermé le bar. Ils sont partis. Nous, on est restés boire. Mes oncles, alors tu connais les hommes avec les femmes, ils disent aux femmes que non. Venez vous asseoir sur notre table, vu que nous sommes juste les seuls clients. C'est pour ça que les 3 femmes là viennent. Chacun trouvait à son compte. L'autre était en train de dire, ce sont les bassins en fait. Mes oncles là sont bassins. Ils étaient en train de dire comment il va draguer l'autre en bassin et tout. À un moment donné, la boisson ne faisait que finir. On ne comprenait pas comment les femmes là mettaient les mains en bas de la table et sortaient le goût de chacun. Et glacé. On se disait peut-être que... On se disait peut-être... Bon, heureusement, moi, je buvais la Malta. Pour ceux qui connaissent la Malta, bourre trop le vent. Du coup, moi, ma boisson ne finissait pas. Je léchais. Mais les gars avaient le goût de chacun. On se disait peut-être que... Ah, peut-être elles sont venues avec le casier. Qui sait? Ça allait se tenter. On se rendait pas compte. Elle faisait que boire, 1, 2 heures. Les gars ne font que tirer les billets. Et qui est? Il ne comprend pas. Il y a mon oncle là, donc, qui a toujours l'habitude d'être dans les choses bizarres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a jeté les clés de la voiture. Il descend donc pour regarder. Les femmes là sont venues avec le casier. Il se rend compte qu'il n'y a aucun casier en bas de la table. Et homme, ils n'ont pas les pieds. À l'instant, il n'a pas pu parler. Il est resté tranquille. Il a dit que peut-être que c'était là-bas les dernières bouteilles qui sortaient, on ne sait jamais. Et Wanda encore commence 5 minutes, les gars tapent encore les mêmes goûts de tout le monde et déposent sur la table. Et c'est comme ça qu'il prévient à un autre de mes oncles en patois que, comme tu vois là, les filles là n'ont pas les pieds. Ils disent non, c'est pas possible. L'autre se baisse aussi. L'autre se baisse aussi pour voir. Il se rend compte que vraiment il n'a pas les pieds. Celui-là, il était dans le plus peureux. Il me dit en patois que lève-toi, tu fais comme si tu pars avec la voiture. Je demande pourquoi il me dit que non, lève-toi d'abord, tu pars. Quand il commence à me gronder, que quand on te demande que fais quelque chose, fais d'abord, vous les enfants, vous êtes trop têtus. Les femmes là se fâchent et disent que mais pourquoi tu grondes la fille? Elle dit que non, c'est comme ça qu'elle est. Comme elle a eu le probatoire, on va plus respirer. Pas là-bas. C'est comme ça que je me je pars avec la voiture. Avant, mais ils sont restés. Ils ont dit à la femme aux femmes là que vraiment ce fut une très belle soirée, mais je pense qu'il faut déjà qu'on rentre, on s'échange de numéros et puis on va se recontacter plus tard. Elles étaient très contentes que ouais, vraiment prenez nos numéros, les soirées comme ça là c'est bien, et se sont échangés de numéros. En rentrant ils ont refusé de conduire, on a pris un taxi. Quand on arrive à la maison, les gars ne me parlent pas. On demande seulement comment ils sont restés là. Moi, je suis partie me coucher jusqu'à 7h du matin. Les gars ne dormaient pas, ils se regardaient seulement à 3 comme ça. Mais les 8h, quand le soleil est sorti bien, ils commencent à se toucher que tu as encore envie, tu as encore envie. C'est là où ils nous racontent l'histoire. Ils nous racontent toute l'histoire. Je dis que, mais pourquoi tu m'as pas dit pour que je vois? Il me dit que tu voulais aussi voir si elle n'avait pas les pieds. Bref, faut en fait, faut se mettre inbox ma bonne histoire, pardon. Ok. Dans ce pays-ci, là, il y a beaucoup de... On vit avec beaucoup de fantômes, on ne sait même pas. Tellement. Donc tu n'es peureux, tu peux rester là-bas. Tu regardes en bas la table, tu ne vois pas les pieds, tu restes faire quoi? Les peureux, Jordan. Ils sont mon quoi? Moi, le problème, c'est qu'elle prenait la boisson là-haut. Voilà. Tu as déjà bu? La boisson là où ça c'est... Oui, on avait déjà bu, non, moi mais j'avais bu une Malta là-bas, je sais pas jusqu'à présent. Vraiment, peut-être c'est ça qui fait que je sais même pas. C'est ça qui fait que. Non, les femmes là ne voulaient pas vous faire du mal. Si elles voulaient faire du mal, elles l'auraient fait. Elles ont venu seulement en jongleur, choses, enjoy. Peut-être qu'elles avaient aussi composé le probatoire, le nom est sorti quand elles étaient déjà die. Du coup, quand j'étais à la fac, c'est raconté par un de mes professeurs. Donc, c'était un monsieur Bassa d'Edea. Et il nous racontait, donc c'est juste une petite histoire, il nous racontait donc dans son village, il aimait bien aller passer les vacances dans son village. Et il s'entendait bien avec deux papas en fait. Malheureusement, les papas là ne s'entendaient pas.
Donc, du coup, c'était un trio un peu terrible. Parce que parmi les trois, deux ne s'entendaient vraiment pas. Mais quand il fallait se retrouver pour prendre une bière, ils s'entendaient tous donc parce que voilà, c'était la boisson. Et un jour donc, ils sont assis, ils sont en train de prendre la bière et tout. Et il y a un des papas qui dit à celui avec qui il ne s'entend pas là que ce que tu es en train de faire là, il faut m'arrêter ça tout de suite. Et mon professeur qui dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Toi aussi, tu aimes trop les problèmes. Tout le temps, tu es en train de te plaindre. Nous sommes en train de passer du bon temps. Tu es là tout le temps en train de ramener les problèmes. Le monsieur lui dit, il sait ce qu'il est en train de faire. Je lui dis d'arrêter ce qu'il est en train de faire là tout de suite. Et l'autre monsieur de dire que, mais tu vas me faire quoi? Et pendant ce temps, donc, il y avait une mouche qui ne faisait que passer et qui se posait sur le goulot de la bière du monsieur qui disait à l'autre que ce que tu fais là, arrête ça. Et l'autre monsieur de dire que, mais tu vas me faire quoi? Tu es là, tu passes tout ton temps à me menacer. Qu'est-ce que tu vas me faire? Et le monsieur lui a dit, ok, continue donc ce que tu fais et tu verras. La mouche a donc continué à voler et tout, et elle est venue encore se poser sur le goulot du monsieur. Et le monsieur a tapé la mouche est entrée dans la bouteille et il a bloqué le goulot de la bouteille avec sa main. Et le monsieur qui était donc en face qui disait, tu vas me faire quoi? S'est mis à suffoquer. Il n'arrivait plus à respirer, Et le monsieur lui dit, ambassade, mais laisse-moi, c'est quoi? Laisse-moi sortir, tu m'enfermes, pourquoi? Laisse-moi sortir. Oui, et le monsieur qui a donc fermé la bouteille lui dit que, mais comme tu aimes me tenter là, aujourd'hui là, c'est ta fin. Si tu ne me demandes pas pardon là, c'est aujourd'hui que tu meurs. Et le monsieur dit que non, tu me déranges, laisse-moi sortir, je n'arrive plus à respirer. Laisse-moi sortir, je n'arrive plus à respirer, pourquoi tu m'enfermes? Et c'est là où mon professeur le demande donc au monsieur qui a enfermé la mouche dans sa bouteille, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur de raconter au professeur que il me dérange depuis, je suis en train de boire ma bière tranquille, il ne fait que tourner autour de ma bière. Le voici dans la bouteille là, le voici. Monsieur dit que mon professeur demande que, mais le voici qui? Mais la mouche que tu vois là, c'est le môme que tu vois en face là, le voici. Et tant qu'il ne me demande pas pardon, il ne sort pas de cette bouteille. Aïe. C'est comme ça que le monsieur, donc, il était tellement en train de suffoquer qu'il a fini par demander pardon au monsieur. Ouais, papa, pardon. Excuse-moi, je ne vais plus recommencer. Et le monsieur qui l'a enfermé dit, tu me laisses boire ma bière tranquille? Il dit, oui, gars, bois ta bière, papa, bois ta bière. C'est comme ça qu'il a enlevé sa main de la bouteille et la mouche est sortie. Et le monsieur s'est remis à respirer, en fait. Donc, Ouais. Et notre professeur, à la fin, il nous a expliqué que généralement, si tu ne veux pas qu'on travaille avec ta photo, t'es un papa bassin, hein? Si tu veux pas qu'on amène tes photos dans des trucs mystiques et tout, chaque fois que tu prends une photo, peu importe laquelle, tu coupes ta respiration. Donc, pendant que tu fais la photo, tu arrêtes ta respiration. Ça fait que quand on prend ta photo et qu'on amène, peu importe où on amène, on ne peut pas travailler avec. Parce que en fait, sur la photo, tu ne vis plus. Tu es morte vu que tu ne respirais pas. Il faut jamais dire ah les choses là, ça n'existe pas. Ah machin. Je vais vous faire un autre témoignage vite fait. J'étais en Afrique du Sud et puis moi j'étais très curieuse. Hein? Les histoires de Mbanja, machin. Bon, je vais pas dire le mot ici. Vous connaissez le taper non? Je voulais essayer le taper là. Vous savez, hein, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec tout le monde. Moi, mon problème, c'est que j'ai déjà des prédispositions à avoir des choses. Donc, si on te met dans un état euphorique, par exemple, moi, j'ai jamais pris chez nous, on appelle ça l'iboga. Mais si je prends ça, ce sera terrible. Donc, j'ai pris le petit tapis là. Papa, j'étais dans on appelle ça guest house en Afrique du Sud. C'était la maison des Nigériens. Papa, me voilà couché, je commence à regarder sur les murs toutes les têtes des enfants. Ils me regardaient, on se regardait. Je regardais les têtes des enfants, là, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit non, peut-être que j'hallucine.
Je m'assois, il y a une petite fille juste debout en face de moi à la douche, en tenue de lycée, quelque chose comme ça. J'ai commencé à décrire à la personne, puisque j'ai commencé à crier, machin. J'ai commencé à voir ça. Une petite fille qui était là debout en face de moi. Et quand j'ai crié, les gens sont venus venir dans la chambre pour voir ce qui se passe et tout. Parce que bon, j'étais un peu drôle, pour ne pas dire le mot sur TikTok. Et moi, tout ce que je voyais, je disais. Et les gens me prenaient pour une folle. Même aujourd'hui, je sais ce que j'ai vu. Mais... C'est quoi le tapé là? Le tapé là, c'est l'histoire là qu'on prend, qu'on met le papier, puis on met la flamme dessus, on fume. Non, je ne peux pas dire le nom là ici. Ok. Vous avez compris, non? Quand on est en famille, souvent on fait ça. On peut pas dire ça sur TikTok ou bien? On peut dire ici après. Vous savez, les grandes maisons, là, moi j'ai grandi dans une grande maison. Et il y avait toujours les règles. Et tu sais, les maisons où on t'interdit de sortir là. Hein? Tu sais, on aimait sauter les barrières. Alors que tu sais très bien que c'est interdit de sortir, mais tu sors. Papa, c'est comme cela que je saute le portail. J'attrape mes talons à la main, je devais avoir 16 ans et demi, je devais retrouver des copines. Je marche. Qui je vois en face de moi? Ma tante. Je vois ma tante physiquement qui me dit: Madame, tu vas où? Je parle avec elle. Je dis non. Je bégaye, j'ai peur parce que je vois ma tante. Elle me dit: tu vas où, machin, à 7h et tout. Je dis non, je sors, je vais retrouver des copines là dehors. Elle me dit: ok, continue. Tu vois, quand tu as honte, bon, je n'ai même pas le courage de me retourner. Moi, je fais juste tout droit, tu vois. Mais quand je me retourne, non, elle est bien vivante. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Hein. Ma tante est en vie. Mais sauf qu'en fait, c'était pas ma tante en fait qui me parlait. C'était pas ma tante qui me parlait. Cette expérience-là, je l'ai déjà vécue. Je sais pas s'il y a des spirituels qui sont là pour expliquer ou quoi, mais ce n'était pas ma tante. Est-ce que c'était un ange ou quoi qui est venu me parler ce jour-là avec l'apparence de ma tante? Je ne sais pas. Là, ça ne fait pas trop peur. Là, je parle pour vous faire oublier la peur. Je ne sais pas si c'était un ange. Un ange qui est venu me parler sous l'apparence de ma tante. Je ne sais pas. Et moi, un autre jour encore, je partais chez un copain. Il me dit: ne viens pas, je ne veux pas te voir ici. Ne viens pas et tout. Moi, je dis que je viens. Quand j'arrive, tu sais le truc, elle te dit bien: ne viens pas, ma mère est là. On te dit bien: ne viens pas, ma baronne est là, ne viens pas. Et toi, tu dis que jamais, tu mens, tu es avec une go. Aujourd'hui, là, je vais t'attraper. Bon, d'accord, vous voulez m'attraper là, comme il a la souris. Voilà. Nous voilà maintenant. J'entends. Non. C'est sûr que je vais pas. Là, les histoires là ne font pas peur parce que je parle pour oublier un peu tout ce que j'ai entendu et raconté et tout. Et toi, on raconte tout. Et là, j'arrive et tout devant la maman du gars. DMG. J'étais en face de la maman du gars. Quelque chose est rentré en moi. J'ai commencé à dire: Germaine a accouché. Elle a accouché de 2 jumeaux. Elle a dit qu'il faudrait que tu passes là-bas la voir à l'hôpital. Elle est à la chambre 2. Et c'est comme ça que tonton Jacques a appelé. Et puis il a dit que tu devrais le contacter. Machin. Depuis, elle essaie de t'appeler. Ça ne marche pas. Au revoir, tata Jeanne. J'ai fermé la porte. Je suis retournée. Elle m'a dit: ma fille, attends. Pourquoi Jeannette elle-même ne peut pas m'appeler pour me le dire? Tu as compris ce qui m'est arrivé ou pas? Oui. En fait, à ce moment, si tu veux, j'ai eu comme une parole de connaissance. C'est-à-dire que sa ménagère, Jeannette,
a vraiment accouché de jumeaux Mhm. et que son parent s'appelle vraiment Jacques et que elle était vraiment à cette chambre-là. Non, on Mais ma raconte nos question c'est, expériences paranormales. Oui, moi je ma savais rien de question, tout ça. ma question c'est, est-ce que tu connaissais Jeannette là? Moi je connais Jeannette où? Moi je partais pour avoir mon binda. Moi je connaissais quelle Jeannette. Moi je partais pour attraper mon gars que je pensais qu'il avait une go. Moi je connaissais quelle C'est Jeannette. vrai. Ah, ça, maintenant, tu Je ne connaissais ne aucune. connais pas. Mais même jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui j'ai 32 ans d'âge. Des fois les expériences que j'ai vécues, je me pose la question que est-ce que j'étais folle? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Non, mais tu ne peux pas être folle juste que c'est vraiment arrivé, non? C'est genre, ça ménageait à vraiment accoucher et puis tu... Mais si, puisque la maman est revenue m'appeler ma fille, attends, pour m'expliquer. Et le lendemain même, j'ai raconté ça au gars en question. Bon, voilà, c'est sûr qu'ils ont demandé là-bas, mais dis-moi, est-ce que tu connais une fille, machin? Peut-être même que la pauvre ménagère a dit que qui? Je suis seulement rentrée comme je suis venue quand je dors. Moi, par exemple, quand je dors, non, je sais pas. Peut-être que Sandy a ce genre de rêve-là. En fait, les rêves où tu crois que c'est vrai. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Donc, dans mon rêve, en fait, je me battais. Et dans mon rêve, il y avait quelqu'un qui s'approchait de mon ventre parce que je suis enceinte. Et cette personne voulait me mettre des coups de machette en fermant ma bouche. Tu vois? Et moi, je voulais le mordre. Sauf que les coups et les morsures, j'ai mordu mon mari. Il s'est réveillé, genre que mais il en a marre. Je l'ai mordu à l'épaule. Il avait des bleus, des trucs. Je dis que mon Dieu, qui t'a fait? Il me regarde comme ça. Le gars, il a peur. Genre, il a peur de moi. Il dit, ne t'approche pas de moi. Ne t'approche plus de moi. Ne t'approche pas de moi. Mais moi, je dis que Seigneur, je suis ici en France, ouais. On va aller m'emmener dans les hôpitaux psychiatriques. On va penser que je suis folle. Alors que c'est des choses... Bon, moi, avec le temps, j'ai pas pu accepter ce don-là. Sinon, peut-être j'aurais pu me canaliser, machin, tu vois. Quand on a un don comme ça, vraiment, il faut se tourner vers des personnes qui peuvent, que ce soit à l'église, moi je ne juge pas les gens, à l'église ou ce que vous voulez, mais au moins canaliser le don là, sinon ça va dans tous les sens. Récemment, j'ai appris que ma propre fille elle me dit, maman, je peux te dire un secret? Je dis oui, dis-moi. Maman, quand je me lève, je me suis vue dans le couloir. J'ai dit quoi? Hé, Seigneur, tu t'es vu où? Seigneur, pas mon enfant. Je dis que Seigneur, pas mon enfant. Tu t'es vu dans le couloir comment? Je dis que tu t'es vu dans le couloir comment? Maman, quand je saluais une tata, je l'ai saluée. Au moment où je l'ai saluée, maman, j'ai senti une odeur nauséabonde. J'ai dit, ma fille, je connais l'odeur là, c'est l'odeur d'un démon. Les démons ont des odeurs, comment tu dis, de putréfaction. En fait, tu peux être à un endroit et puis d'un coup, tu sens, comment vous dire, c'est une odeur. Ça veut dire que soit il y a une entité, soit il y a quelque chose, soit il y a un truc forcément démoniaque là. Et elle me dit qu'elle regardait la tata là qui la saluait, une certaine tata Judith, je sais pas. Et puis elle a senti ça et elle a dit qu'elle a fait pipi sur place. Elle a fait pipi sur place parce que elle s'exprime bien, ma fille, elle a 15 ans, elle me dit que elle a senti une forte, comment on appelle ça, une forte présence maléfique. Et elle a regardé comme si ma fille lui devait quelque chose. Je dis que, Seigneur, lorsque les gens ont les yeux ouverts et qu'ils se rencontrent là-bas, c'est que, Jean, tu m'as vu, on se voit. Maintenant que je sais que ma fille, mon enfant, maintenant aussi un peu comme moi, peut-être même qu'elle a même un autre niveau parce qu'elle se voit maintenant dans les couloirs. Je dis que, Seigneur... Elle est au niveau des Okage. Toi, tu es une simple ninja, maman. Je te dis qu'elle est comme Okage, mais Okage. IMG. Ouais.
Ouais. On doit organiser le live de la femme qui a pas passé. Oui, j'ai terminé. Tu peux commencer. Ok, d'accord. Alors, moi voici donc, je me retrouve dans un vol. Je vais en vacances au Cameroun. Alors, c'était dans 2015, on va dire. Je prends Air France, j'arrive à Yaoundé. Et quand j'arrive à Yaoundé, je descends et puis je logeais au Hinton. Alors, en prenant la voiture, lorsqu'on me dépose au Hinton avec mon grand frère, il y a une très belle Prado qui gare. Et le chauffeur de cette Prado descend et il vient vers moi en me disant que sa patronne veut me parler. Et j'ai dit, mais si sa patronne veut me parler, pourquoi elle ne vient pas elle-même en fait? Et c'est comme ça qu'elle descend de la voiture et je vois une jeune dame vraiment magnifique, rien à dire, vraiment très très belle. Et elle vient, dit voilà, je vous ai vu traverser et j'ai envoyé mon chauffeur vous demander votre numéro parce que je trouve que vous êtes un bel homme et je voudrais vraiment qu'on fasse connaissance. Et je lui dis, je suis vraiment désolé, j'ai pas de numéro, je suis arrivé hier et voilà, j'ai pas de numéro à vous donner, mais c'est gentil quand même de m'avoir fait ce compliment. Alors cette dernière insiste, elle insiste beaucoup et mon grand frère me fait comprendre que si moi je veux pas la petite, que je laisse prendre le numéro. Je dis bon voilà, elle est là, tu peux prendre son numéro si tu veux. Alors il demande le numéro à la fille dit non, qu'elle ne veut pas, que c'est mon numéro qu'elle veut. Alors une fois, je lui dis donc que j'ai pas de numéro, mais comme tu insistes, je te donne le numéro de mon meilleur ami au Cameroun là-bas. Voilà, si tu veux essayer de me contacter, contacte-moi par ce dernier. Je montre dans ma chambre d'hôtel. Et la nuit, vers 20h, elle appelle donc mon pote. Et mon pote m'appelle en me disant que, tiens, il y a une fille qui m'a appelé. Elle me dit qu'elle a envie de te revoir. Elle t'invite à tel endroit au niveau de Bastos. Je lui dis, avant, j'ai la flemme de sortir. Franchement, je suis fatigué. Et mon pote m'a dit que non, allons quand même. Ça nous fait une sortie et tout. Alors, on se déplace. Et ma mère me dit, le Cameroun que tu as laissé, ce n'est plus le même Cameroun, d'une certaine manière. Je prends les potes, deux de mes potes et deux cousins. On monte dans la voiture, on arrive à cet endroit. Et lorsqu'on arrive à cet endroit, la fille, dès qu'on entre dans cet endroit, le DJ commence à chanter le nom de la fille. Oh, la milliardaire est parmi nous ce soir. Elle est encore là une fois de plus. Donc, on commence à faire son atalakou. Et je me dis, peut-être c'est quelqu'un d'important. Et c'est comme ça que voilà, elle achète les bouteilles de Dom Pérignon sur la table, au moins 50 bouteilles. Et mes potes, ils sont contents, ils sont en train de boire. Ils boivent comme moi, je ne bois pas quand je suis à l'extérieur. Et cette dernière me dit, est-ce qu'on peut parler dans ma voiture? Je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, on sort donc, on va dans sa voiture. Et nous montons dans sa voiture et commence à me dire que je lui plais vraiment, qu'elle voudrait vraiment me parler seule à seule, si on peut partir chez elle. J'ai dit non, je ne peux pas laisser ma famille pour aller chez toi. Elle me dit bon, comme tu ne peux pas aller plus loin, écoute, on peut toujours aller dans un hôtel qui n'est pas loin. Et subitement, mon cousin vient et monte dans la voiture. Et mon cousin lui dit, écoute, si mon frère doit se déplacer avec toi, il faut que je vienne avec vous. Vu que ce qu'elle semblait me dire était important, parce qu'elle me parlait en même temps de business et tout, comme je suis aussi dans les affaires. Et nous sommes partis à son hôtel. Arrivé dans sa chambre d'hôtel, mon cousin reste à l'accueil. On monte dans la chambre et puis cette dernière, elle entre dans la salle de bain, elle se change. Je lui dis, tu as dit qu'on devait parler business et que tu devais me dire certaines choses qui te tiennent en fait. Et je commence à l'écouter. Et subitement, je sens envie de laver mes mains en fait. J'entre dans la salle de bain pour laver mes mains. Et lorsque j'entre dans la chambre, je vois comment elle met une arme, en silencieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Un silencieux entre les mains. Et elle met sous le coussin, sous l'oreiller. Et j'ai fait comme si je n'ai pas vu cette arme-là. Et c'est comme ça que je lui dis, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Elle commence à me raconter ce qu'elle me racontait, mais je ne sais pas d'où m'est venu ce sang-froid, parce qu'en général, quand quelqu'un voit une arme, tu paniques un peu. Mais j'ai compris que si elle voyait que j'avais vu ce fusil, elle allait forcément me tirer dessus.
Et donc, du coup, j'ai fait comme si j'avais rien vu. Et je m'assois tranquillement sur le lit, je l'écoute, et puis elle me dit qu'il y a son cousin qui est en train de passer et qui n'est pas loin et qui va passer lui la saluer. Et comme ça fait depuis, elle n'a pas vu son cousin et tout. Alors, je commence à sentir qu'il y a quelque chose de pas net qui se trame. Non seulement j'ai vu le fusil, et subitement, mon cousin qui est venu aussi avec moi commence à frapper sur la porte. Il frappe vraiment très fort, très fort, très fort. Et je dis, franchement, mon cousin nous dérange. On n'arrive pas à bien parler parce qu'il nous dérange. Ce qu'on va faire, tu vas me laisser aller avec lui, je l'accompagne, et puis je le dépose où tu les as laissés en train de boire. Et puis moi, je reviens, et puis on continue à parler nos choses. Donc la fille ne savait pas que j'avais déjà vu son jeu. En fait, c'est un réseau organisé. Et je donne ce témoignage aussi pour édifier beaucoup de Camerounais qui vont en vacances et tout ça. C'est un réseau organisé qui utilise les belles femmes. Si tu es un homme, ils vont chercher un homme très bien bâti, beau, ainsi de suite. Et en fait, c'est un réseau de trafic d'organes. Et soit ils utilisent les belles femmes, ils mettent en avant, soit ils utilisent les beaux hommes qui vont mettre en avant. Donc, une fois que je descends, je monte dans la voiture avec mon cousin, nous partons. Et mon cousin me dit que franchement, si je n'étais pas venu avec toi, c'est qu'on n'avait plus jamais entendu parler de toi. Parce que c'est un réseau bien ficelé, c'est comme ça qu'ils font. Voilà. Donc, l'histoire, bon, je vais dire, au départ, c'est l'histoire de ma famille, mais je vais raconter ça comme l'histoire de mes tantes, d'accord? Donc, moi, j'ai grandi au village. Et maintenant, j'ai une tante qui est partie se remarier. Elle s'est mariée avec les gens du Mbaminoubou, quelqu'un de Bukito là-bas. Pour ceux qui connaissent, Bukito Tchekos, après Bafia là-bas, en brousse. Donc, maintenant, quand elle s'est remariée là-bas, elle a épousé un homme qui était trop gentil, un bon mari, quoi. Elle vivait sa belle vie avec l'homme et tout. Ils ont construit, ils sont allés à Douala, ils ont même eu 2 enfants, une fille et un garçon. Et ils vivaient bien. Et le monsieur aussi avait déjà d'autres enfants avant. Au départ, il lui a dit qu'il avait 2 enfants, mais au fur et à mesure que les années passaient, il disait que bon, j'ai encore aussi un autre là, ainsi de suite. Finalement, 2 enfants sont devenus 8 enfants. Donc, au total, avec les 2 autres, voilà, ils sont 10. Entre-temps, alors, en 2002, quand ils font la dot, ils viennent au village faire la dot de la tante Si. Moi, j'étais là, j'étais encore petite, mais je me rappelle bien, c'était l'une des premières dots que j'ai assistées. On m'a même attaché les vouvoules, les feuilles de bananier, les cordes, tout ça. C'est comme ça que la dot se passe et tout. Et moi, quand je vois la maman du marié, donc du monsieur, mon esprit me dit, celle-ci là, elle voyage. Je vois le père, je sais que je reconnais les voyageurs. Le grand-père, après, quand le mariage était fini, il dit, toi aussi tu as vu ce que j'ai vu. On parlait et tout. Il dit oui. La grand-mère aussi, on dit oui. Voilà comment 2002 passe. Maintenant, ma maman tombe enceinte, ma tante tombe enceinte. En 2003-2004, elle accouche. C'est-à-dire, c'est une scène que je ne vais jamais oublier. Je suis quittée au village, je suis allée à Yaoundé parce qu'elle avait accouché à l'hôpital de Tinga. À l'époque, il y avait encore les gens qui faisaient les demi-midi, les du soir. Vous savez, l'école de mi-temps là, que tu pars le matin, tu finis et tout. Quand j'arrive, on me dit que ta maman a accouché, allez. Une tante là me prend, une amie à ma mère qui enseignait à Tinga, elle m'accompagne là-bas. On part maintenant à l'hôpital. On trouve que la belle-mère de ma mère est là. Et il y a un photographe qui passait, ma mère dit que viens nous faire les photos. Je prends donc mon petit frère, je le porte. Le photographe me fait une photo. Et puis, la belle-mère à ma mère, donc la belle-mère à ma tante là, vient, elle dit que moi aussi, je vais faire une photo avec vous. Elle prend le bébé, mon petit cousin-ci, elle met sur ses bras. Et moi, je suis à côté et le photographe filme. Ça fait 2 photos. Et une autre photo avec ma tante, ma mère là et ma grand-mère. Nous tous en fait. Donc, 3 adultes, les mamans, moi et le bébé, ça faisait 5. Comme ça, il y a au total, je crois, 4 photos, dont une photo de moi avec mon petit, une photo de la grand-mère, une photo de ma mère, une photo totale. 4 photos. 3 jours après, le photographe revient.
Quand il revient maintenant, il me voit assise devant la porte de l'entrée. Il me dit, ma fille, viens, je pars. Il me dit, est-ce que tu peux demander à ta mère de sortir et viens me voir? Je veux lui montrer quelque chose. Je dis quoi? Il me dit, il y a quelque chose là, mais est-ce que la grand-mère est encore là? Les gens qui étaient là l'autre jour sont encore là. Je dis non, ils ne sont pas là. Il me dit, ok. Je dis alors que venez, on va. Il vient avec moi dans la chambre où ma tante l'avait accouché. Il dit, il y a quelque chose que vous devez voir sur les photos aussi. On dit quoi? Elle dit, ah, vous même regardez. Il sort les photos. Sur les photos, non, il n'y avait pas la grand-mère là. C'est-à-dire, imaginez la photo qu'elle avait faite, elle portait le bébé sur la photo volait. C'est-à-dire, l'enfant était comme en lévitation. Ouais, le high level. L'enfant était comme en lévitation. Donc, les photos que je vous dis là, après peut-être 2 semaines, ont disparu quand le grand-père est venu pour faire les remèdes sur ça, sur son petit-fils et tout et tout. Donc, quand les photos, maman voit les photos, son cœur fait d'abord, elle dit que, maman, quand maintenant elle fait comme ça, moi je retourne au village et maman vient avec, elle raconte à grand-mère, à grand-père ce qui s'est passé. C'est où grand-mère lui dit que en fait, ce n'était pas vraiment elle qui était là. C'est son esprit qui est quitté pour venir te voir. Elle-même n'a pas voir physiquement. Ouais, comme je te dis là, le high level. C'est-à-dire que quand on dit que les gens voient la société, les gens du Baminobu sont très puissants, très forts. Donc, elle est quittée là-bas. Elle est venue dans l'esprit, elle a fait, nous on croyait qu'elle était venue vraiment comme ça, comme tu peux venir avec tes 2 pieds, tu marches, mais non. Elle avait été venue comme ça. Elle arrive, ma mère arrive au village, donc grand-père dit que non, elle n'est pas sur la photo parce que ce n'était pas vraiment elle, c'était l'esprit qui était sur les photos. Donc, grand-père dit qu'on va travailler sur toutes les photos. Je dis 5 photos, non. Elle n'était sur aucune. La partie qui m'a effrayée, c'est que j'ai vu de mes yeux la photo où elle avait l'enfant. Mais l'enfant lévitait, il n'y avait personne. C'était comme si la clé des... Et vous imaginez en 2003, qui connaissait ça? Déjà que moi, je n'avais même pas le téléphone. Je ne savais même pas que ça existait. Je faisais encore les calepins où on écrivait les lettres, les lyriques des chansons. Et la grand-mère était déjà dans une dimension pas possible. C'est comme ça donc on commence à faire les remèdes pour bloquer tout ça, que peut-être qu'elle est venue comme ça donner du veau à mon petit cousin là et tout. On commence à faire grand-père fait les remèdes et tout. C'était dans l'huile. Elle avait déjà mis le veau à l'enfant et grand-père a dit que si elle lui a mis le veau, avant qu'il n'atteigne 3 mois, il ne va pas partir. Mais si elle n'a pas mis, il va survivre. Et c'est comme ça que le petit est mort comme ça. Maintenant, quand il est mort, grand-père a donc dit que comme c'est comme ça qu'elle a décidé de faire avec un petit-fils, je vais retourner ça chez elle. Elle maintenant aussi, bim, elle a commencé aussi à pourrir. Elle a eu une sorte de blessure là sur le sein qui donnait les asticots tout le temps. Elle a vécu avec ça jusqu'en 2021, dernièrement, là, quand elle est morte. Donc, ce qu'elle avait fait, la grand-mère a renvoyé, là, que tu ne vas pas d'ailleurs, tu vas mourir vivante comme ça. Et le bébé là comme ça, donc elle lui avait mis le livou, non. Maintenant, ça, comme on appelle les médicaments, c'est calé au cou. Donc ce n'est pas descendu pour s'asseoir et progresser. Du coup, le petit est mort à peine à 1 mois et demi comme ça, il est parti. Il n'a pas pu faire. Et quand on a retrouvé les photos, quand le grand-père avait fini de travailler sur les photos, il a dit pour que maman montre ça à son époux pour qu'il puisse voir ce que sa mère a fait. Les photos ont disparu. Du voyage du village pour retourner à Douala afin de montrer à son mari, il n'y avait plus les photos. Comme volatilisé. Donc quand on disait même ça au monsieur, donc au fils de la maman, il disait que non, ma mère ne peut pas me faire ça et tout, nanani, nanana. Il dit que non, il y a les choses ici dehors que maman, si tu ne vas pas avec tes yeux, non, tu vas dire yes, so. C'était ma dernière histoire là-bas, les gars. On va tout, papa. Let's see, les gars, on